tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néolibéral. Et je suis avec Edouard aujourd'hui. Edouard, bonjour. Salut Manu. Et aujourd'hui, alors puisque l'actualité a été assez légère la semaine dernière, on voulait prendre le temps un petit peu de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé par rapport à l'année 2014 et juste démarrer par une petite note. Il y a eu donc Thomas Piketty a reçu de la part directement du président le président voulait lui offrir la médaille de la Légion d'honneur, ce qu'il a refusé, et moi j'ai adoré personnellement sa justification. Il disait que ce n'était pas à l'État de déterminer ce qui est honorable ou pas. Et moi je voulais juste, alors c'est un économiste que j'ai eu l'occasion de critiquer un peu en long et en large, mais là moi je trouvais que c'était une réaction tout à fait honorable de sa part. Et sur Twitter, bon, beaucoup de gens qui commençaient un peu à faire de l'humour autour de ça en disant que c'est son coming out libertarien, mais voilà, c'était un petit peu on va dire le pied de nez par rapport au gouvernement, et je trouvais que sa Ouais, réaction était assez bah, drôle. pareil, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne réaction, c'est Oui, plutôt sympa. C'est la phrase qu'il a sortie en particulier. Je ne considère pas que ce soit le rôle d'un gouvernement d'attribuer qui doit avoir un honneur ou pas. C'était sympa. mm, exactement. Après ça, moi, je suis quand même plutôt sceptique. Je pense que voilà, il l'a pas fait parce qu'il pour des convictions libérales. Il l'a fait, à mon avis, c'est juste il veut se faire un petit coup de pub gratuit qui coûte pas cher. Ça lui fait voilà de la bonne médiatisation à peu de frais. Je pense que c'est un peu intéressé comme mouvement, mais bon. Voilà, en fin de compte, je veux pas Oui, le voilà, blâmer là-dessus. c'était Voilà. drôle. En plus, un gars qui est très écouté, donc Voilà. content, On va pas le content. blâmer là-dessus. Voilà, ah Bravo bah à lui, certainement c'est un pas. beau geste. Certainement pas. Et donc oui, en fait, on voulait faire un petit peu une rétrospective de l'année 2014 et surtout changer un peu par rapport à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, puisque je pense que vous avez tous entendu des rétrospectives, on va dire, assez catastrophistes, et on voulait parler au contraire de choses qui sont produites en 2014 qui, pour la plupart, n'ont même pas été évoquées à la télévision. Ça, pouvez être certain que ça va pas faire le 20h, mais qui montre qu'au final, l'année 2014 était une bonne année. C'est-à-dire que si on arrête de regarder un peu le JT de 20h, on se rend compte qu'il y a eu quand même des très bonnes nouvelles, il y a eu des très bonnes choses qui se sont produites cette année. Et on voulait un peu passer en revue, comment dire, quelques-uns de ces points. Et commencer déjà par quelque chose d'assez récent au niveau de Cuba, puisqu'il y a eu donc le président des États-Unis s'est rendu à Cuba pour réouvrir des discussions, parce que c'est un pays qui est complètement refermé, avec il y a tout un embargo autour, et c'était quand même, on va dire, sur le plan géopolitique, une des grandes nouvelles de cette année. Ça a été que, bah voilà, pour une fois, ça c'était la première fois depuis, je sais plus, des décennies qu'il n'y avait pas eu de réelles, comme ça, de réelles discussions à Cuba. Ouais, donc ils vont discuter pour considérer l'ouverture, enfin la fin de l'embargo autour de Cuba. J'ai vu que ça a fait, ça a quand même, malgré, enfin ça semble être du bon sens, je veux dire, l'embargo cubain c'est juste purement injuste, ça ne sert strictement à rien, c'est pas ça qui a empêché le régime cubain de pouvoir imposer sa loi sur son peuple. Bref, c'était inefficace, injuste de tout point de vue. Ça n'a pas empêché de créer un débat quand même. J'ai eu pas mal de républicains qui disaient non, voilà, Obama qui coopère avec ce régime-là, qui va leur donner du crédit, ça va les soutenir dans leur... Enfin non, juste non. Bien au contraire, avec une vraie ouverture, c'est avec des vrais échanges que les Cubains peut-être pourront changer de mentalité, découvrir les bénéfices du commerce, et enfin ça peut que aller Hmm. dans le bon sens de tout point de Oui, vue. rappeler que Cuba, c'est un des pays les plus pauvres du monde. J'ai plus les chiffres exacts enfin, le classement exact en tête, mais Cuba, c'est un pays dans le bas du classement. On n'arrête pas de dire que Cuba, c'est génial parce qu'ils ont la médecine gratos, mais enfin bon, Non, non. c'est pas un pays dans lequel il fait bon vivre, et c'est quand même une très bonne nouvelle pour eux de se dire que va y avoir, et surtout alors bon, c'est peut-être un peu une interprétation tirée des cheveux de ma part, mais faut pas oublier que Cuba ça a toujours été un pays qui était sous perfusion, d'abord sous perfusion de l'URSS quand elle était encore en existence, et puis après ça a été le Venezuela pendant longtemps. Est-ce que Cuba serait en train un peu de reculer, tenir ses distances par rapport au Venezuela qui sont complètement en récession? Ce serait pas surprenant, mais je pense qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent plus juste se reposer sur le soutien des pays communistes voisins.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Et du coup, pour élargir, comme tu as commencé à en parler sur le sujet, leurs voisins sud-américains, à l'inverse, ça se passe pas très très bien pour eux. On en discutait à la préparer l'émission. Au Venezuela, par exemple, il y avait eu des manifestations pendant l'année pour se révolter contre les prix, contre la situation économique déplorable. Bon, ces manifestations, malheureusement, elles n'ont pas mené à grand chose. Et c'est absolument catastrophique. Il y a une inflation galopante. Il y a des pénuries de toutes sortes de produits. On a entendu papier toilette, de plein de produits de première nécessité. Même là, récemment, j'ai vu une news. Il y avait un marchand de glace vénézuélien qui a dû s'arrêter de produire de la glace en pleine saison, là où il faisait le maximum de ses ventes, parce qu'il y avait plus de lait. Enfin, c'est absolument catastrophique. Et du coup, ça crée des pénuries. Et du coup, le gouvernement réagit en créant encore plus d'interdictions parce que c'est forcément la faute des entreprises s'il y a eu des pénuries. Donc, ils installent des cartes de rationnement, de la surveillance électronique de qui achète un produit pour pas qu'il puisse en acheter 2 ou 3 dans la même journée. Enfin, voilà. C'est le cercle oui. vicieux d'interventionnisme, de l'inflation, du contrôle des prix, donc de la pénurie. Et donc, voilà, c'est Alors, catastrophique au oui, Venezuela, et mais c'est pas uniquement. ce qui était assez intéressant entre guillemets, bon, encore une fois, j'utilise ce terme peut-être pas le plus approprié, mais de voir un peu les mécaniques qui étaient en jeu, c'est-à-dire que il y avait pour la question du papier toilette par exemple, s'il y avait des pénuries, c'était parce que le gouvernement a posé un contrôle des prix et que le papier toilette était importé de part d'entreprises de pays voisins et qui ont dit non mais à ce prix-là, nous on fait des pertes, on vous vend pas. Donc bah il y avait plus de papier toilette. Mais ça, c'est quelque chose d'aussi stupide que ça. C'est parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient imposer un prix sur le papier toilette et que les entreprises exportatrices disaient non, non, à ce prix-là, on fait pas de profit, donc on ne veut pas en entendre parler. Et je trouve que c'était une très belle leçon d'économie. Donc, Ouais, ouais. Bah, ça, ils sont en train de, c'est le cas oui. typique, Mm. contrôle des prix, pénurie, enfin, c'est vraiment, il se passe exactement ça, je veux dire, c'est Oui. Economics 101, c'est, voilà, vraiment la Voilà. base de l'économie, ça a lieu en ce moment au Venezuela, aux dépens des pauvres Vénézuéliens, malheureusement. Et je vais regarder le verre à moitié plein. Aujourd'hui, le Venezuela n'est plus le modèle de développement. C'est-à-dire que il y a un peu toujours ce cycle. Hein, quand il y a un pays qui essaye le communisme, d'abord, on crée un modèle. C'est le modèle argentin, le modèle vénézuélien, c'est le modèle je ne sais quoi, le modèle cubain. Puis après, on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas si bien que ça. Et ben là, c'est un peu ce qui se passe à l'extrême gauche. Bizarrement, on n'entend plus parler du modèle Ouais, vénézuélien, pardon. Ce n'est plus le modèle. Donc on bon, en entend maintenant, plus trop qu'est-ce que ça va parler. être le prochain? À l'époque, il y avait ils glorifiaient Chavez dès qu'on osait le critiquer, notamment sur sa politique vis-à-vis Oui, des médias. Il contrôlait tous les médias, c'était absolument hallucinant. Il faisait passer sa propagande. Quand on osait le critiquer, on se prenait des non, ça se passe très bien là-bas, les Vénézuéliens sont contents. Regardez, la pauvreté a diminué. Bon, c'est vrai que maintenant, ces derniers temps, on n'entend plus trop parler parce que, enfin, c'est juste, la situation est tellement terrible qu'on c'est oui. difficile de nier aujourd'hui, hein. Et surtout, enfin, je me souviens une très vieille blague de Coluche qui disait les technocrates vous leur donnez le Sahara 5 ans après ils sont obligés d'importer du sable, mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Venezuela, ils sont obligés d'importer du pétrole. C'est un pays, ils Ouais, sont assis sur des tonnes de ouais, pétrole c'est dingue, hein, c'est dingue. et c'est tellement mal géré que ça leur coûte moins cher de l'importer. Enfin, ce qui est Ouais. voilà, c'est une leçon d'économie ce qui se passe devant nos yeux. Et donc, on a, justement, de façon globale, on a un peu un recul, entre guillemets, du socialisme dans les pays socialistes, vraiment socialistes hardcore, parce qu'on se rend compte que ça marche pas. Il y a des soucis par rapport à la dette argentine. Cuba, en ce moment, ils sont en train de négocier avec les États-Unis. Il y aura probablement une ouverture vers plus de commerce, plus d'entreprises privées, ce genre de choses. Enfin, moi, c'est mon espoir pour les années à venir. On se rend compte qu'il y a un réel recul du socialisme dans le monde. Et Ouais. moi je trouve, c'est une très très bonne nouvelle de ce point de vue-là, même si effectivement il y a des, enfin c'est un peu le chaos au Venezuela. La question qu'il faudrait poser à mon avis, c'est est-ce que c'est vraiment juste du chaos et que ça va mener à rien d'autre, ou est-ce que c'est l'amorce d'un réel changement dans ce pays? Ouais, dans la préparation de l'émission, tu avais regardé l'index de la Heritage Foundation qui Oui, disait que la liberté économique progresse dans le monde, hein, c'est ça? c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a donc le socialisme recule, mais aussi le libéralisme avance. C'est-à-dire que même des pays comme par exemple la Chine, dans l'index en termes de liberté économique, fait des progrès. Alors c'est pas énorme, ils sont toujours, bon pas dans le rouge, ils sont dans l'orange, mais ils sont toujours à un score qui est faible. Mais qu'est-ce qu'on observe? Bah, on observe quand même que au niveau mondial, la liberté économique progresse
Et même quand on prend après des pays, un pays comme la Chine, qui est quand même un pays qu'on peut pas vraiment ignorer de nos jours, mais c'est un pays qui progresse en termes de liberté économique. Et il y a aussi il y a des données comme ça macro qu'on peut regarder. On peut parler de la croissance mondiale. La croissance mondiale aujourd'hui, en plus on n'arrête pas de dire que l'économie va mal. Bah, la croissance mondiale, elle est de 3%. Et Mhm. pour n'importe qui a un tant soit peu de connaissances mathématiques, vous prenez un graphe, vous commencez avec 100 et vous faites 3% de hausse tous les ans, ben ça vous fait, enfin c'est bien 3%. Je pense faut un peu sortir, reculer de notre contexte micro français où on baigne un peu dans la mouise et regarder le fait que bah la Grèce va mieux, la croissance mondiale est repartie. Elle était de 0 en 2009, elle est de 3% aujourd'hui. Donc Ouais. faut aussi regarder un peu ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a Il y a- des épisodes où la Russie peut-être ça va mal, la Venezuela ça va mal, mais le En France, monde ça va pas top non plus. en France, Mais ça dans va le pas monde, top, mais dans le monde se porte bien. La ouais. croissance, elle est plus de 2% aux États-Unis, elle est de 2,7% en Irlande, et moi je peux vous le dire que je le vois. Euh, il y a une réelle, comment dire, on n'est pas dans une situation où la croissance elle est de zéro partout. Non, c'est Ouais, pas ouais, vrai du ouais. tout. Il y a une réelle croissance. Alors on dit oui, mais les émergents ils patinent un peu. C'était quand même, les émergents étaient quand même dans des périodes de rattrapage avec des croissances qui étaient énormes, et personne ne s'attendait à ce que ce genre de croissance, enfin personne ne peut s'attendre à ce qu'un pays maintienne 10% de croissance pendant 50 ans, c'est pas possible. Donc on reste quand même avec une Ouais. croissance mondiale de 3%, et c'est bien, on peut dire que c'est pas assez, mais enfin 3% c'est énorme quand même. Il y a un article de Slate qui est sorti récemment, Oui, qui est absolument, on vous recommande de le lire, il est vraiment excellent, oui, qui s'intitule 2014, l'année la plus prospère et la plus sûre de l'histoire de l'humanité. Alors parmi les oui, données qui donnent, donc là c'est vraiment au niveau mondial, hein, et c'est au niveau de l'humanité, donc là il compare sur le très long terme. oui, tout à fait. Mais là, indicateur là par exemple par rapport à l'extrême pauvreté, c'est un indicateur qui a très bien progressé ces dernières années. Je lis, hein, la mondialisation capitaliste a transféré la richesse plus vite que toutes les aides au développement. Mm. L'extrême pauvreté mesurée par la Banque mondiale, donc avec moins de 1,25 $ par jour, a été réduite de plus de 50% depuis 1990. Vraiment, la mondialisation, Oui. ça a permis une réelle et une significative baisse de l'extrême pauvreté dans le monde. Et c'est très significatif et c'est super, quoi. Oui, oui. J'aurais deux remarques par rapport à ça, très rapides. Juste première chose, donc quand on parle, et notamment la question sur la question des inégalités, parce qu'on n'arrête pas de dire les inégalités, c'est, je sais pas moi, c'est les gens par rapport aux 1% des plus riches. Mais si on regarde, il y a un autre indicateur par rapport aux inégalités qui existe, qui est en fait quand on compare les plus pauvres par rapport à la moyenne. C'est-à-dire pas par rapport aux quelques riches qui ont leur yacht et compagnie, mais vraiment comment est-ce que se sortent les plus pauvres par rapport à la moyenne. Et on se rend compte que cet indicateur, l'inégalité entre ces deux catégories de personnes est en baisse constante depuis des décennies et des décennies, ça continue de baisser. Aujourd'hui, les inégalités dont on n'arrête pas de parler, c'est effectivement avec les 1% des plus riches. Mais ça, bon, on pourra en parler, c'est notamment, enfin, il y a quand même une intervention des banques centrales qui a, comment dire, qui a quand même joué un rôle là-dessus. Mais si on regarde sur l'inégalité, non pas par rapport aux extrêmement riches, mais par rapport à la moyenne des gens, on se rend compte que les gens sont de moins en moins pauvres. Et deuxième remarque très rapide, il y a une anecdote, c'est donc les Nations Unies avaient en 1990 c'était fixé un objectif de réduction d'extrême pauvreté pour 2015. Il s'était dit, ben voilà, aujourd'hui on a à tant d'extrême pauvreté, donc vraiment on parle de gens qui ont moins de 1,25 $ par jour. Et il s'était donné un objectif pour 2015, et en fait ils l'ont pas réussi, parce que Mhm. cet objectif ils l'ont atteint en 2010. Déjà. Et bien avant bien avant leurs estimations. Et ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que on a tendance à croire quand on regarde. Encore une fois, vous allumez votre poste de télévision, vous avez l'impression que tout va mal et tout. Mais en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on a des caméras au Bangladesh et tout ça. Mhm. Il y a 30 ans, le Bangladesh, c'était encore pire, mais il n'y avait pas de caméra pour filmer ce qui se passait là-bas. Et aujourd'hui, on observe une réelle amélioration des conditions de vie Mhm. dans pratiquement tous les pays du tiers-monde. On observe une réelle amélioration des pays comme la Chine, comme même en Inde. En Inde, les Ouais. conditions de vie s'améliorent de façon concrète et réelle tous les jours, enfin tous les ans pour les gens. Mais comme on n'envoie que des caméras de télévision pour filmer et montrer la misère dans les poches de misère qui existent encore, effectivement, on a l'impression qu'il y en a partout, mais on montre pas la formidable amélioration du niveau de vie des gens.
Ouais, bah en fait on regarde dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on prend des images fixes. Et effectivement, quand on va au Bangladesh, bah, effectivement, objectivement, dans l'absolu, la situation Oui. est terrible. Je veux dire, c'est des conditions de travail horribles, ils sont extrêmement pauvres, les conditions sanitaires sont très mauvaises. Mais l'important, c'est pas d'avoir une image fixe, c'est regarder relativement dans le temps. Et Voilà. quand on regarde relativement dans le temps, ça va réellement de mieux en mieux. Donc oui, les sweatshops, les usines sont terribles, mais regardez les alternatives. Non, regardez ce qu'il y qu'il avait avant, il y a Et quand 20 ans. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les caméras pour filmer les gosses qui mouraient de faim dans les champs. voilà. C'est aussi simple que ça. Oui. Ouais. Autre très bon indicateur, on en a parlé pendant la préparation, du progrès qu'on a fait en 2014 et de manière générale sur ces dernières années par rapport à la Oui. maladie. On peut revenir sur le cas d'Ebola. Alors oui, parce que moi je trouvais ça très très révélateur, on va dire, un peu de l'hystérie collective. Il y a vraiment une hystérie collective, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, par rapport à Ebola. Je voudrais juste un peu remettre les faits. Hein. Le dernier rapport le nom m'échappe, de l'Organisation mondiale de la santé, et donc c'était en début décembre, alors peut-être probablement que le chiffre a évolué depuis, mais début décembre, l'Organisation mondiale de la santé annonçait 6000 décès confirmés dus à Ebola. Je veux dire, les gens sont en panique complète par rapport à ça. Je voudrais juste remettre un peu dans le contexte. La grippe, tous les ans, tue 300 000 personnes dans le monde. Là, on parle de 6000 décès qui sont concrètement concentrés dans trois quatre pays extrêmement pauvres d'Afrique. Si vous mettez de côté ces pays-là, vous regardez, il y a combien de décès concrètement aux États-Unis. À ma connaissance, 3. Il y en a eu un en Irlande, un ou deux en France. Enfin, c'est absolument, mais rien du tout sur les chiffres, et on se fait là-dessus. Et moi, je trouvais ça vraiment révélateur, parce qu'on a construit une hystérie sur quelque chose qui représente 6000 morts. Et moi, je trouve que ça en dit long sur les progrès qu'on a fait en termes de maladies, parce que vous regardez les épisodes épidémiques, des épidémies qu'il y a eu pu avoir dans le passé, c'était pas 6000 morts, c'était beaucoup plus que ça. Et quand on regarde les chiffres, en réalité, on a chaque année, et ça, là-dessus, donc il y aura un lien dans la description de ce podcast, on se rend compte que d'année en année, il y a une baisse réelle, et c'est pas en pourcentage des morts, machin, non, c'est en absolu, chaque année, on meurt de moins Ça, en absolument. moins à cause de maladies. Ouais. Énormément de vies ont été sauvées grâce aux progrès Oui. réalisés, notamment par rapport à la malaria, à la diarrhée, au sida, des choses comme ça. Mm. On en meurt vraiment de moins en moins. Là, j'ai une donnée sous les yeux du même article de Slate. L'espérance de vie en Europe occidentale a augmenté de 5 ans depuis 1990. Voilà. On meurt réellement de moins en moins grâce aux maladies. C'est notamment grâce aux vaccins. On a pas trop parlé depuis le début du podcast, Oui. mais c'est un réel progrès qui a permis de lutter très très efficacement, comme l'humanité ne l'avait jamais fait, contre des maladies qui ont presque disparu aujourd'hui. Bon, on a quand même, particulièrement aux États-Unis, je crois pas trop qu'il y en a en Europe, on a des mouvements des groupuscules de personnes qui disent, qui luttent contre ces vaccins, qui disent non, c'est des produits chimiques de merde, ça peut vous causer l'autisme ou des choses comme ça. C'est très dangereux le discours Oui. comme ça, parce que justement, vraiment, vaccinez-vous, c'est vraiment réellement important. Et ces vaccins ont prouvé leur efficacité, et tous les soi-disant maladies que ça peut causer n'ont jamais réellement été prouvés. C'était des études fumeuses qui ont été démontées de tous les côtés. Donc réellement, Juste, c'est alors un très juste bon là-dessus, indicateur. ouais, rapidement, c'est quand même en Europe et en France un discours qui est beaucoup plus anecdotique que ce qu'on peut observer aux Oui, oui, États-Unis. non, c'est C'est-à-dire surtout aux États-Unis, je voilà, crois, c'est hein. vraiment un Ouais, problème ouais. très là-dessus, c'est un problème très américain. En France, il y a quelques Ouais. illuminés qui vont parler des problèmes des vaccins, mais c'est pas vraiment un sujet de débat. Globalement, ouais, ouais. Après, il faut quand même faire attention. Je crois qu'il me semble avoir entendu que le nombre de personnes qui se vaccinent était en déclin ces dernières années. On a l'impression que c'est plus trop nécessaire, que maintenant c'est sûr, il n'y en a plus besoin de le faire, et que justement les personnes qui se vaccinaient le nombre était en déclin. Donc vraiment faire attention. Faut pas se dire que c'est terminé. Ces maladies, elles peuvent Oui, potentiellement réapparaître. Vaccinez-vous, quoi. Vraiment, c'est tout à important. fait. Oui, oui. Autre Et sujet, dans le même, comme tendance de oui. 2014. Mhm. J'aurais aimé revenir là-dessus. On peut revenir là-dessus rapidement parce qu'on en a déjà Oui, parlé pas mal. Par rapport à la légalisation du cannabis, moi, c'est un des sujets où je pense qu'il y a le plus de possibilités de progrès. Et on en a vu en 2014, et exactement. je pense qu'on continuera à en voir dans les années à venir. Donc, il y a eu la légalisation. Colorado et Washington, c'était en 2013. Cette année, il y a eu la légalisation en Alaska et en Oregon. On en a déjà parlé. À Washington D.C. aussi.
Vraiment, ça avance. En Uruguay, dans d'autres pays comme ça, c'est un sujet qui, la fin de la prohibition, on est en train de la voir et on va la voir arriver, je pense, en Europe et en France aussi. Même si, bon, il y a des choses qui peuvent nous faire douter. C'était en décembre ou novembre, il y avait un entrepreneur qui avait essayé de lancer une vapoteuse au cannabis. Alors, il faut savoir que cette vapoteuse n'utilisait pas de THC. Le THC, c'est l'élément qui permet un usage récréatif du cannabis. Il n'y avait pas de THC dans cette vapoteuse. C'était uniquement du CBD. Le CBD, c'est l'élément qui permet le cannabis à usage thérapeutique. Donc c'était une vapoteuse qui n'avait aucun potentiel d'addiction et qui était purement à usage thérapeutique. Et purement légal parce que ça utilisait du chanvre qui est dans la culture illégale en France. Et malgré ça, Marisol Touraine a décidé de l'interdire, soi-disant ça va favoriser l'usage de cannabis, c'est une porte d'entrée, etc. Bon, on voit ça, on peut être désespéré, on peut se dire que le débat est vraiment bloqué en France, mais je pense pas que ce soit tant le cas. On va être en retard comme sur tant de sujets que là, on va être en retard, mais ça va venir un jour ou l'autre. En décembre, on a vu une étude qui a fait beaucoup de bruit de Terra Nova, le think tank de gauche qui a fait une étude qui plaidait pour la fin de la prohibition avec toutes sortes d'arguments, mais l'argument principal c'était que ça permettrait des recettes pour l'État. Bon, c'est pas trop l'argument que toi et moi on serait fan là-dessus, mais du moins c'est un sujet qui avance, ça avance dans les esprits. Des gros think tanks institutionnels comme Terra Nova en parlent. On peut se dire que voilà, dans les années à venir, ça va avancer. Bah, c'est juste pour me faire un peu l'avocat du diable là-dessus. Ils ont quand même raison sur un point, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une dépense publique énorme pour lutter contre l'usage du cannabis, ça va permettre effectivement de récolter. Il y aura une récolte de recettes sous forme de TVA ou autre. Donc là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est vrai que si on légalise, bah oui. Sur le budget, ça aura un effet positif sur le budget. Oui, c'était un peu leur argument principal. C'est l'argument principal. Terra Nova s'adresse à un certain public. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. Voilà. Si la gauche s'en parle de ce sujet-là, moi j'en suis ravi. Qu'on soit pas forcément d'accord sur exactement les meilleurs arguments pour le défendre, c'est pas si grave que ça. Le sujet avance et qu'il soit porté par la gauche, ça me dérange pas. Je suis prêt à collaborer avec eux pour avancer. Oui, tout à fait. Mon vœu pour François Hollande, qu'il arrête de toucher à l'économie parce qu'il casse tout ce qui touche et qui à la place il légalise allons-y, légalisons le cannabis parce que comme ça va être probablement la droite ou l'extrême droite qui va passer en 2017, c'est pas eux qui vont le faire. Donc Monsieur Hollande, si vous m'entendez, légalisez le cannabis. S'il vous plaît. Monsieur Valls aussi. Valls, pas certain que il soit ouvert à cette question, mais oui, voilà, effectivement, de très très bonnes nouvelles là-dessus. Parce qu'il y a quand même sur les mentalités, il y a une évolution. Enfin, je pense aujourd'hui que j'ai pas vu s'il y avait des sondages là-dessus, mais je pense quand même que le peuple français est assez mûr sur ces questions et il se rend compte que, enfin, la prohibition, ça peut plus. Oui, non, mais voilà, les gosses qui fument un peu de cannabis, qui se roulent un joint quand ils sont en soirée, faut arrêter, quoi. 13 millions de Français ont consommé du cannabis. 13,4 millions. 500 000 utilisateurs quotidiens de cannabis. Enfin, c'est des chiffres énormes. Je veux dire, c'est pas juste un petit groupuscule de toxicos. Non, c'est institutionnel. Oui. Donc, ça ne peut que changer à moyen long terme. C'est pas possible que ça reste comme ça. Oui, tout à fait. Autre sujet de changement des mentalités, que ça avance dans le bon sens. Tu voulais revenir sur les Français qui deviennent de plus en plus numéraux. Alors moi, ça a été la très bonne surprise de l'année pour moi. Autant les chiffres qu'on a évoqués depuis le début, c'est des choses, comment dire, c'est des choses sur lesquelles j'avais déjà lu. Je m'attendais à lire que les maladies reculaient, je m'attendais à lire que la croissance allait être bonne et qu'il y allait avoir moins de pauvreté. Mais vraiment, ce qui m'a surpris, ça a été de voir qu'il y a un changement de mentalité au niveau des Français. Les gens deviennent de plus en plus libéraux entre guillemets. Ça, c'est vrai que c'est surprenant, mais quand on regarde un peu tous les sujets qui ont été faits, toutes les enquêtes d'opinion, il y a vraiment une évolution là-dessus, et je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Ne serait-ce que sur le terme en lui-même, c'est-à-dire que le terme libéral, même si ça reste dans les milieux intellectuels cette espèce de repoussoir, quand on veut fermer une discussion, on dit de toute façon t'es libéral, et puis la discussion est terminée. Mais je pense vraiment qu'il y a il y a des sondages qui montrent que les gens trouvent ont une opinion assez positive du terme au final, et moi ça m'a vraiment surpris de voir après derrière, bon ils sont pas en train de dire il faut abolir l'État et machin tout, quand même une marge énorme là-dessus, mais il y a quand même une acceptation beaucoup plus grande aujourd'hui de l'idée que c'est l'économie marchande qui fabrique la croissance, que
que c'est Que pas... même si on veut Oui. redistribuer, il faut qu'il y ait Voilà, quelque chose qui soit exactement. créé à la base. Même la gauche commence à le comprendre. Exactement, il y a quand même une reconnaissance du fait que aujourd'hui les impôts sont trop prélevés. Et toi, Edouard, tu avais Ouais, noté, oui, oui. j'avais remarqué une étude de Opinionway, c'était en novembre ou décembre, il me semble, qui montrait que l'acceptation de l'impôt en France est de plus en plus mince. Il y a un tiers des Français qui considèrent que l'impôt n'est qu'une extorsion de Mhm. fonds. Donc là, c'est vraiment, voilà, rien de moins que ça. Oui. Le consentement des Français à l'impôt est de plus mince à mesure que les impôts voilà, ils ne cessent d'augmenter, que les Français commencent réellement à en avoir marre. Et dans cette étude-là, il y avait aussi... donc on demandait aux Français qu'est-ce qu'ils pensaient de la gestion de l'argent public. 73% des Français préféraient choisir eux-mêmes comment sont affectées les recettes fiscales. Et pour cause, 84% des Français estiment que les gouvernements gaspillent l'argent des Mhm. impôts. Donc le gaspillage de l'argent public, Oui. voilà, c'est pas un Oui, sujet et les que seuls gens, les tout libéraux à fait. dénoncent. Non, les gens se rendent Et, compte, quoi. et moi, c'est vrai que je suis très content là-dessus, parce qu'il la question du gaspillage, il faut vraiment la poser. Je veux dire, on a aujourd'hui l'éducation la plus chère, une des éducations les plus chères d'Europe, et à côté de ça, on a 150 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans aucun diplôme. Mais les gens se rendent compte à un moment donné Mhm. que c'est pas en jetant des billets comme ça dans le feu que la situation elle se règle d'elle-même. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment je ressens une évolution des mentalités là-dessus, c'est très bien. Je veux dire, il y a aujourd'hui, ne serait-ce que, enfin, on peut le constater sur Twitter et autres, il y a beaucoup plus de gens qui aujourd'hui se disent non, moi je suis libéral et tout. Je suis très Ouais, content de ouais. voir ça. Donc ça va dans la bonne direction. Même si encore une fois le terme est pas trop bien compris et je pense qu'il y aura beaucoup. J'en appelle vraiment à tous les libéraux là. Il y aura, je pense, un vrai travail à faire en 2015 pour expliquer qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que le terme Ouais. signifie et qu'il y ait une meilleure compréhension, même si après les gens sont pas obligés d'être d'accord avec, mais qu'il y ait une réelle compréhension de ce que ça signifie. Il y a je pense, un travail là-dessus, mais ce qui est bien, c'est que on peut maintenant vraiment utiliser le terme sans tout de suite se faire traiter de tous les noms et dire qu'on veut appauvrir les gosses du Bangladesh. Donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et aussi, Ouais, ce qui ouais. est intéressant, moi, le parallèle que je tracerais, c'est que, au final, ce qui aura vraiment été enfin, François Hollande, pour moi, aura été un bon président dans le sens où il leur a donné de très grandes leçons d'économie au peuple. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses, les Français comprennent mieux l'économie depuis qu'il y a François Hollande. J'ai envie de dire malgré lui. Après, moi, Je pense que c'était pas son intention, mais les ouais. erreurs de François Hollande ont permis aux gens de comprendre un peu ce qui se passe, que ouais, effectivement on augmente les impôts, mais que ça résout pas les problèmes. Effectivement, oui. Je C'est assez nuancerais ça un sarcastique peu, de moi, ma parce part, hein, que, mais ouais, c'est ouais. le socialisme au final aura été la cure au C'est- socialisme c'est- pour les Français. Hollande serait la meilleure chose qui serait arrivée au libéralisme depuis plusieurs années. Voilà, oui. Je nuancerais ça quand même un peu parce que quand on voit donc Hollande est enfin, critiqué de tous les côtés, je veux dire gauche, droite, extrême gauche, à droite, je veux dire personne ne l'aime, mais quand on voit les critiques que lui adresse la gauche et les tendances plus radicales de la gauche, c'est pas qu'il crée trop d'impôts ou il y a trop de bureaucratie, c'est qu'il serait trop libéral, c'est un néolibéral Hollande. Ils adorent gueuler contre le pacte de responsabilité. C'était quoi le pacte de responsabilité, c'est ça, je crois. Différentes choses comme ça qui, selon eux, est le signe que voilà, Hollande c'est juste un autre néolibéral comme était Sarkozy. Donc voilà, Oui, de ce mais côté-là, je ces pense gens-là pas que n'ont ça pas ait de, trop ces gens-là changé, n'ont mais pas comment dire, ne sont pas écoutés derrière. C'est ça qui est vraiment, moi je trouve vraiment intéressant, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on se rend compte quand l'extrême gauche a construit un peu un homme de paille par rapport à Hollande, en disant, bah voilà, c'est quelqu'un euh, qui veut libéraliser l'économie et tout machin, mais étonnamment, comment dire, ils ont quand même fait passer ce message et pareil, hein, je pense pas que ce soit c'était vraiment leur intention, mais c'est pas comme s'ils avaient dit regardez c'est un libéral parce qu'il monte les impôts. Ils ont créé un homme de paille en disant regardez Hollande il veut défoncer le code du travail et ce genre de choses, mais aujourd'hui les gens acceptent le fait qu'il va falloir faire des sacrifices. Donc ouais, ouais, ouais. aujourd'hui les frondeurs et les frondeurs on n'arrête pas, tout le monde n'arrête pas de se moquer des frondeurs parce que c'est des gens, c'est des roquets, hein, ça gueule, et puis dès qu'on leur lâche la laisse, et ben ils restent sur place et ils bougent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que aujourd'hui leur discours n'est pas écouté par les Français, il n'est pas accepté par les Français. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, si vraiment ils veulent se la jouer frondeur et qu'ils votent pas les lois du gouvernement, ben ils savent très bien qu'ils vont perdre leur place parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus entendre ce discours d'extrême gauche.
Ils n'en veulent plus tout simplement. Ouais. L'extrême gauche est morte aujourd'hui. J'espère que tu as Bah, raison. les J'espère que tu écolos as ont raison. fait 2%, Alors, les ce qu'on communistes peut- font 5%, Ouais. enfin l'extrême gauche est morte aujourd'hui. Ce qu'on peut espérer pour 2015, Hollande n'a pas été très libéral, c'est le moins qu'on puisse dire depuis qu'il arrive au pouvoir, mais la loi Macron, Oui. que Macron a essayé de pousser en 2014, bon pour l'instant c'est toujours un projet de loi, on ne peut que, je pense que les libéraux ne peuvent que le soutenir. Évidemment, c'est très léger, c'est bien loin de ce qu'on souhaiterait, mais ça va quand même dans le bon Oui. sens. Le travail le dimanche n'est pas libéralisé, mais les commerçants auront droit à 12 jours au lieu de 5. Ça cherche à ouvrir les professions libérales, notamment les notaires, pour que ça soit plus facile d'y accéder. Bref, voilà, c'est bien, mais Et il y c'est aura bien timide, les autocars. mais ça va dans le bon sens, quoi. Ah, moi, oui, et j'adore les tout à autocars. fait. Libéraliser les autocars, ouais, Oui. ça serait une très Oui, bonne oui, nouvelle, ouais. Enfin, je veux dire, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait dans plein d'autres Eh pays ben, en Europe, en Irlande. ça a prouvé son En succès. Irlande, moi je suis En un Irlande grand aussi. fan des autocars et on n'arrête pas de se moquer de ça en disant ah, bah ça va être le train des pauvres. Enfin non, moi je suis pas du tout. Enfin faut regarder mon salaire, je suis tout sauf un pauvre. Enfin j'ai quand même pas me plaindre, j'ai un très bon salaire. Bah ouais, mais enfin en attendant, moi je prends le car et j'adore prendre le car parce que c'est plus pratique que le train. Hein. Et c'est pour ça moi quand j'ai entendu dire des autocars en France, je me suis dit mais enfin, mais génial. Prochaine fois que je vais en France, j'utiliserai les autocars. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, espérons Oui. donc que ça ait lieu en 2015, que la loi soit passée. Voilà, et juste dernière petite anecdote. Et là, je pense que les gens vont pas me croire quand je vais dire ça, mais en 2014, étonnamment, au niveau mondial, il y a eu moins d'accidents d'avion. Et ça, je voulais juste le noter, c'est-à-dire qu'on a eu 2-3 gros accidents très médiatisés et très meurtriers, c'est vrai. Mais enfin, les statistiques là-dessus sont claires. Il y a eu moins d'accidents d'avion. C'est que les avions, de façon globale, sont quand même plus sûrs que ce qu'ils étaient en 2013. C'est juste que voilà, effectivement, il y a eu 2-3 gros accidents qui ont un peu faussé la statistique. Mais ça m'a fait sourire de voir ça et de voir que pareil, on a fait un peu des psychoses autour de pas grand-chose. C'était le 8e épisode de Free Lunch, votre podcast hebdomadaire. Je voulais d'abord tous vous remercier de nous suivre fidèlement et donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le FrenchLibertarien.fr. Vous pouvez vous abonner, il y a régulièrement donc un podcast toutes les semaines et régulièrement des articles. Vous pouvez nous retrouver si vous avez des questions, si vous voulez nous parler, vous pouvez directement nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et si vous avez des questions, nous avons aussi un compte ask.fm, n'hésitez pas à les poser. Et on vous souhaite à tous une très bonne année. Et aussi petit rappel, juste le French Libertarien est un projet bénévole qui est financé uniquement par vos dons. On ne veut pas vous embêter avec des pubs sur les podcasts ou sur le site et vos dons permettent de financer l'hébergement. Donc merci à tous. Merci à tous. Au revoir.